Salut, bienvenue sur Chronique Imo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis hyper longtemps, à savoir les passoires énergétiques. Donc, si comme moi, tu as entendu partout le terme depuis un an, voire plus, c'est normal. C'est parce que tout simplement, on nous en parle partout, dans les médias, sur Internet, et surtout, c'est un sujet qui est inquiétant. Donc, quand un sujet est inquiétant, on en entend souvent plus parler que quand un sujet est positif, parce que c'est le cerveau qui est fait comme ça, et du coup, on a toujours plus d'espace de cerveau qui est occupé par les choses négatives, ou en tout cas inquiétantes, qui peuvent, entre guillemets, te mettre en danger. Donc, je vais t'expliquer pourquoi c'est une très belle opportunité pour toi si tu es investisseur ou que tu penses te mettre à investir. Et à mon avis, tu as certainement dû avoir aussi cette réflexion que je vais élaborer dans cet épisode du podcast. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des petites infos croustillantes qui vont pouvoir t'aider à te positionner sur le marché immobilier. Déjà, faut savoir que c'est quelque chose que j'ai fait sans m'en rendre compte. Donc, c'est une constatation d'une de mes dernières opérations. Et puis, étant donné que j'ai évolué dans le monde de l'immobilier pendant 4 ans, là, sur ces dernières années, aussi bien en pro qu'en perso, je peux te dire que j'en ai entendu parler, j'en ai bouffé de la formation et de l'information, tout comme toi. Donc, du coup, j'ai pu un petit peu synthétiser tout ça pour en faire un épisode. Bon, clairement, d'après moi, cette histoire de passoire énergétique, c'est en fait la création d'une future anomalie de marché, ou même quasiment présente. Et ce qui est génial, c'est que c'est une anomalie de marché qui est créée par l'État, par le gouvernement. Donc le fait de pouvoir surfer sur une vague qui est safe, en quelque sorte, c'est pas une vague qui est dangereuse, puisque c'est le gouvernement lui-même qui l'a créée. Ça c'est pareil, je vais le développer juste après. Pour moi, c'est clairement la ruée vers l'or. Autant te dire que ce genre d'opportunité, il n'y en a pas tout le temps. Quelqu'un qui a acheté un bien qui était mal classé d'un point de vue énergétique, ça je vais le développer après pour expliquer ce que c'est que les passoires énergétiques, notamment le DPE. Celui qui l'a acheté il y a 5 ans, donc avant qu'on commence à nous parler de cette histoire de nouveau DPE, de classification en qualité de passoire énergétique pour les logements F et G, s'il a acheté en E ou en F ou en G il y a 5 ans, lui, c'est potentiellement ta future cible à toi. Ou alors, si tu es dans ce cas et que tu écoutes ce podcast, tu vas, à mon avis, aussi savoir à quelle sauce tu vas être mangé. Mais de toute façon, il y a quand même des moyens de se retourner. Bon, pourquoi je dis que c'est la ruée vers l'or? Parce que je suis du genre à voir le verre à moitié plein. Si tu me connais un petit peu ou si tu m'as déjà rencontré, tu sais très bien que moi, quand je vois une situation, évidemment, je me dis qu'elle pourrait être pire, et j'essaye de partir du principe que il y a déjà des acquis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces acquis? Donc voilà. Donc, je pense qu'à la fin de ce podcast, tous ceux qui veulent se positionner sur le marché immobilier locatif, ils vont me remercier, et surtout, ils vont remercier le gouvernement quand ils toucheront leur premier loyer. Il faudra bien remercier le gouvernement, enfin pas actuel, mais celui qui a mis en place cette réforme. Donc je vais développer un tout petit peu au début là pour te parler de qu'est-ce que c'est que le DPE, qu'est-ce que c'est que les passoires énergétiques pour recontextualiser. Après je t'explique ce que tu dois comprendre. Après je vais développer sur comment faire financer ce genre de projet. Ça va être un point très important. Et puis je vais te donner des différentes techniques de rénovation qui vont te permettre d'aller chercher une meilleure notification en classification énergétique, donc sous ce fameux DPE 2022. Ensuite, on fait la conclusion comme d'habitude et on répond à la question que j'ai reçue la semaine dernière, enfin lors du dernier épisode, et la reco de la semaine. Allez, c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'une passoire énergétique? L'explication, c'est de dire, en fait, voilà, bonjour les Français, vous avez un parc immobilier, ok, il est tel qu'il est, sauf que pour une partie de ce parc locatif, il
il y a beaucoup de logements qui ont été construits avant 1948, je crois, qui sont pour la plupart classés EFG, voilà, et notamment F et G. Donc c'est une classification sur la déperdition énergétique. Et donc du coup, ben, on calcule combien ça consommerait pour chauffer un logement, par exemple, euh, ou pour le refroidir d'ailleurs, parce que les gens pensent que c'est que pour le chauffer, mais ça va dans les deux sens. Euh, Combien ça coûterait en kilowattheure d'électricité pour le chauffer. Et donc du coup, forcément, plus la facture est élevée, plus ben, la classification est mauvaise. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent aujourd'hui à être complètement indépendants de systèmes de chauffage ou quoi que ce soit, les fameuses maisons, ben, les fameuses maisons autonomes, quoi, qui n'ont pas besoin d'électricité, en tout cas pour le chauffage, grâce à une exposition particulière, etc. Donc c'est un mouvement aussi qui est en corrélation avec ce sujet. Donc voilà, donc passoire énergétique, j'ai quand même ouvert un petit article de blog que je trouve très bien. Enfin, c'est pas un article de blog, c'est un article sur Dimo. C'est une boîte de diagnostic qui est très connue en France. Pour recontextualiser un petit peu tout ça. En gros, le calendrier du nouveau DPE, le diagnostic de dépenses énergétiques, c'est dire qu'à partir du 1er janvier 2022, chaque bien immobilier mis en vente ou en location avec une étiquette F ou G devra effectuer un audit, donc faire passer un diagnostiqueur pour se mettre en conformité avec ce qu'il va devoir faire pour améliorer cette consommation. Et à partir du 1er janvier 2023, et c'est pour ça que ce sujet est important et qu'on nous bassine comme c'est pas possible à nous les propriétaires et un petit peu à tout le monde, même à toi si tu es locataire, que t'es pas encore investisseur, à ton avis pourquoi t'en entends beaucoup parler? Tout simplement parce que le gouvernement il est pas fou, il sait très bien que si tu rinces les oreilles avec ça et qu'à un moment donné tu comprends vraiment de quoi il s'agit, tu vas appeler ton propriétaire pour lui dire dis donc, moi tu me loues un logement qui est en F ou en G, et à partir de janvier 2023, tu peux plus me le louer. Donc clairement, je vais rester dans ton appartement et je vais pas payer le loyer. C'est ça que ça veut dire. Puisqu'à partir du 1er janvier 2023, les passoires énergétiques sur le parc locatif français ne seront plus tolérés. Voilà. En tout cas pour les F et les G, je veux dire. Donc dès 2028, interdiction à la location. Ah oui, alors ça veut dire que à partir interdiction des passoires thermiques sur le parc locatif. Donc ça veut dire qu'elles vont être notifiées à partir de janvier 2023 et interdites à partir de 2028. Donc les premiers logements en fait à subir cette interdiction en 2023, ça sera les pires, les moins bien notés. Qui se retrouvent dans la tranche la plus basse. Donc la tranche la plus basse du DPE, c'est 450 kWh par mètre cube par an. Voilà. Bon, c'est un petit peu technique tout ça, mais c'est important, ça permet de mettre du contexte. Ensuite, il y a 5 évolutions en fait du DPE, du nouveau DPE. Je vais te les énumérer juste après. Voilà. Et je parlais tout à l'heure de 1948, c'est 1949, voilà. Tac. Donc, les évolutions, qu'est-ce que c'est? Le DPE, déjà, c'est l'opposabilité, parce que jusqu'à présent, c'était un document qui était obligatoire pour constituer un dossier de vente ou de location, mais c'était toujours le même document et il n'était pas opposable. Ça veut dire quoi opposable? Ça veut dire, grosso modo, que ça fait foi. Voilà, ça veut dire qu'on peut se retourner contre la personne qui nous l'a fourni. Donc l'opposabilité du DPE n'est plus seulement fait à titre informatif, hein, il est désormais, il vaut contrat, en gros. Donc la loi Elan de novembre 2018 l'a imposé en qualité de document contractuel. Donc si jamais vous achetez, moi ça m'est arrivé récemment, avec un DPE qui date d'avant la réforme, le notaire est obligé de notifier dans l'avant-contrat, dans le compromis en d'autres termes, que le DPE est accepté pour la vente en cours,
mais qu'il sera opposable si jamais on y trouve une anomalie. Donc si par exemple dans le DPE il est dit que on consomme entre 250 et 270 kW par mètre cube par an sur le logement qu'on achète, et que nous on fait passer un autre diagnostiqueur qui nous trouve une différence, qui nous trouve par exemple au-dessus, qui dit qu'on va dépenser plus, clairement on peut se retourner contre le diagnostiqueur et soit dénoncer la vente, soit demander une indemnité pour la mise en place de travaux. En numéro 2, dans les évolutions, il y a la méthode de calcul. Alors, ça c'est un des points les plus importants. Aujourd'hui, la méthode de calcul pour un DPE, grosso modo, quand il y avait un locataire en place ou quelqu'un dans l'appartement ou dans la maison ou dans le lieu, on regardait la dépense, donc sur facture. Si vous ne les fournissiez pas, les diagnostiqueurs pouvaient se référer directement à Enedis pour avoir grâce au Linky. Donc si vous êtes au courant de ça, les Linky, ça permet d'avoir accès à distance à vos dépenses énergétiques. Donc grâce à ça, les diagnostiqueurs pouvaient avoir une analyse de ce que vous consommez. Bon, jusqu'à présent, c'était beaucoup comme ça. Donc il y a la méthode unifiée, donc c'est la méthode des 3 CL. En gros, ça permet une analyse du bâtiment, une analyse poussée. Donc ça on le conserve. Et en plus, maintenant, on va regarder les caractéristiques un peu plus détaillées. Avant, il n'y en avait que 3, maintenant il y en a 5, notamment l'isolation du logement, les matériaux utilisés pour cette isolation, le système de chauffage et de production d'eau chaude, donc ça c'est ce qui existait déjà, et la surface vitrée. Donc avant, alors, par exemple la surface vitrée et la production d'eau chaude, ça existait déjà, le chauffage aussi, mais l'isolation et les matériaux ça n'existait pas, donc on ne regardait pas vraiment. Donc la méthode sur facture, ça disparaît complètement, c'est ce que je disais, et ensuite qu'est-ce qu'ils nous disent ? D'autres critères estimatifs sont également pris en compte, notamment une occupation quotidienne du logement de 16 heures en semaine à température ambiante. Voilà. Donc ils font un calcul, une moyenne, combien ça coûte en semaine pour arriver à une température ambiante sur 16 heures par jour. Voilà. Le troisième point qui est très important, c'est vente et location. Le DPE comprend... Donc maintenant, avant, on faisait un seul DPE pour la vente et un DPE pour la location, sauf que personne ne le faisait, et donc généralement, on fournissait un DPE qui avait été fourni lors de la vente, on le fournissait à nos locataires, même quand on avait un changement de locataire. Donc on n'était pas conforme à la réglementation, et ils se sont rendus compte que de toute façon, personne ne le faisait, et que ça n'avait pas d'impact direct pour le locataire qui se retournait rarement contre son propriétaire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un seul et unique DPE, c'est la fusion des deux, vente et location. C'est une règle qui va surtout arranger les agences. Allez, on avance. Le DPE immeuble et logement. Donc ouais, là c'est pareil. Avant, quand vous aviez un appartement dans un immeuble, vous pouviez avoir qu'un DPE général pour l'immeuble, qui constatait les dépenses énergétiques moyennes sur l'immeuble. Maintenant, on peut, sur la période où il y a déjà eu un DPE, on peut demander un DPE unique à son appartement dans l'immeuble, même s'il y a une production d'eau chaude générale pour l'immeuble. Et donc ça, c'est dû au fait que maintenant, on regarde les matériaux d'isolation et la dépense énergétique. Donc du coup, comment ils font ? Ils font tout simplement, vous faites rénover, vous faites des travaux d'amélioration énergétique dans votre appartement. Donc en plus du DPE sur l'immeuble, ils peuvent passer dans votre appartement. Les DPE vierges, ça c'est une évolution aussi. C'est fini les DPE vierges, on n'en fait plus. Fin des étiquettes vierges dans les biens immobiliers construits avant 1948. Donc le propriétaire, il aura à sa charge de fournir les informations nécessaires au diagnostiqueur. On ne pourra pas se débiner. Donc voilà. La localisation, donc la situation géographique du bien immobilier joue aussi, tu sais, sur la dépense. Forcément, si tu vis dans le Puy-de-Dôme ou que tu vis à la Grande Motte, tu vas pas
tu vas pas dépenser autant d'énergie pour chauffer ton appartement, surtout certaines périodes de l'année. Donc il y a deux choses qui jouent à ça. Il y a l'altitude et les expositions. Donc si t'es en plein sud ou en plein est, forcément ce sera pas pareil. Donc les étiquettes énergie EFG varieront selon le département. Maintenant, il y a une carte carrément pour ça. Donc suivant l'altitude où se situe le logement, là regarde si je vais sur la carte. Ah, elle est très intéressante cette carte, laisse-moi voir. Ouais, voilà. Bah d'ailleurs c'est marrant, je disais la Grande Motte, mais tu vois tous les départements méditerranéens limitrophes, ils sont dans le vert. Il n'y a que l'Aude et les Pyrénées orientales qui sont un peu dans le jaune. La pire couleur étant le rouge, et effectivement tu as plus de rouge dans les régions montagneuses et dans le nord de la France. Je te le fais pas dire. Voilà. Ce qu'on peut dire un petit peu sur le DPE. Donc ça c'était la constatation, c'était surtout l'explication de qu'est-ce que c'est que ce diagnostic de dépenses énergétiques et quelles sont les évolutions. En gros, c'est un renforcement de la qualité des appartements qui est voulu par l'État, des appartements, des maisons, des biens en général. Donc sur le fond, c'est une bonne chose. Et sur la forme, ils ont trouvé la technique marketing de la scarcity, donc de la peur, pour faire avancer les choses. Donc ça, c'est un super levier, ça fonctionne très très fort parce que ce qu'on peut voir d'après où est-ce qu'il est mon article? Il est là. D'après le Figaro Immobilier, il y a une hausse de 7,2% des passoires énergétiques mises en vente sur le marché. Pardon, 7,7 en un an. C'est-à-dire qu'en un an, alors la réforme elle avait été mise un petit peu en stand-by là en novembre 2021 et en 1er janvier 2022 elle a été revalidée pour exécution. Donc là ça veut dire qu'en un an, malgré le fait qu'ils ont un petit peu ralenti, ils ont fait un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, depuis que ça a été relancé, il y a 7,7% des biens mis en vente en F ou en G en plus, contre un recul de 4% des logements bien isolés. Donc forcément, ceux qui sont dans des logements bien isolés, ils vont avoir moins envie de partir que dans des logements mal isolés, humides, où on va se retrouver en rez-de-chaussée avec des gouttelettes sur le mur, de la mérule, des noirceurs sur les murs en placo, etc. Voilà ce qu'on peut dire pour cette explication. Ce que tu dois comprendre, toi, c'est qu'il y a des gens qui sont propriétaires au moment où on parle. Donc, je ne vais pas te faire du violoncelle, c'est extrêmement simple. Il y a des gens qui se retrouvent dans une situation où, par exemple, ils ont déjà épuisé leur enveloppe travaux, ils ont utilisé toute leur enveloppe travaux et ils n'ont pas de fonds à mettre en plus dans les travaux dans leurs immeubles ou dans leurs appartements ou dans ces maisons. Et donc, du coup, ils vont pas forcément vouloir dépenser de l'argent en fonds propres. Donc, ils vont avoir tendance à les mettre en vente. Et donc, cette tendance, elle est avérée puisque ces 7,7% dont je t'ai parlé à l'instant, ça représente juste depuis janvier 2022, elle est là la stat, ça représente 151 000 logements depuis le 1er janvier. Donc c'est juste tout à fait énorme. Et donc toi, tu dois comprendre que forcément, s'il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Alors on est déjà sur un marché d'acheteurs. Aujourd'hui, moi je bosse énormément avec les agences immobilières et d'autres métiers de l'immobilier et je peux te dire que là, c'est devenu un métier difficile. Tous les agents immobiliers te le diront, il n'y a plus de mandat à prendre, il n'y a plus rien à vendre, il n'y a que des acheteurs. Les vendeurs veulent vendre super cher, etc. Et bien là, bingo, ça sera pas forcément le cas. Grâce à ces passoires énergétiques, ces fameuses passoires énergétiques, qui vont être remises sur le marché, et ces propriétaires, étant donné qu'on leur a mis un ultimatum, le premier étant du 1er janvier 2023, pour commencer à diagnostiquer, en tout cas faire un bilan et prévoir des travaux, et 2028 pour les vendre. Ça veut dire qu'entre maintenant et potentiellement la fourchette haute, ça sera fin 2028,
pardon, fin 2027 du coup, ben ils ont ces 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça. Ils ont ces 4 années pour 4 ans et demi pour vendre leurs biens. 4 ans et demi, c'est hyper court. Faut savoir que s'ils viennent d'acheter là il y a peu de temps et qu'ils n'ont pas l'enveloppe travaux, ils n'ont même pas le temps d'amortir le bien. Parce que l'amortissement, c'est à peu près, c'est ça, c'est 5, 7 ans à peu près pour le foncier d'un bien. Donc là, autant te dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s'en séparer vite pour se l'enlever de la tête. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que c'est une ruée vers l'or. Pour toi, si tu es malin, si tu es curieux, si tu grattes, tu vas trouver des biens qui sont mis à la vente en qualité de passoire énergétique. Et toi, ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est que tu vois le verre à moitié vide. Au contraire, il faut que tu le vois à moitié plein. Il faut que tu dises, ok, très bien, il y a des biens qui ont besoin d'être rénovés, ça me fait pas peur, je fais faire les devis en conséquence, je vais financer ce bien à la banque avec les bons devis, je fais pas l'avare sur les devis, je vais même être un peu plus gourmand s'il le faut, je vais faire des belles rénovations, je vais créer des beaux logements pour apporter de la vraie belle valeur à ces gens qui vont venir vivre dans mes logements, à ces familles. Donc pour les aider, pour pas les laisser dans une situation où ils sont dans un appartement qui est potentiellement mal isolé, ben je vais faire une belle rénovation et tout ça, je vais le faire financer par la banque. Et alors là, attention, c'est marrant parce que tu vas te dire un truc, mais oui, mais Mathieu, mais les banques, elles prêtent de moins en moins. Et oui, mais pourquoi elles prêtent de moins en moins? C'est la fin d'un cycle, et ça, justement, ça nous permet de retourner dans un cycle, un nouveau cycle, puisque les banques, elles voyaient bien qu'il y avait quand même moins de biens en vente, il y avait beaucoup d'acheteurs, mais peu de vendeurs, que les prix augmentaient, et donc pour éviter cette bulle, ça va permettre de dégonfler un petit peu la bulle, si on peut parler de bulle, grâce à des nouveaux biens, et notamment des immeubles, je pense vraiment immeubles, moi maison immeuble et non pas appartement isolé dans des immeubles. Parce que en termes de diversification, parce que quand tu as plusieurs logements dans un seul immeuble, bah, tu te diversifies et c'est moins risqué pour la banque. Donc déjà, tu vas à la banque, socialement, c'est très important pour toi parce que tu fais quelque chose de bien pour le parc immobilier locatif et potentiellement tu vas sortir une famille d'un logement indécent pour le mettre dans un logement décent, si on peut les nommer comme ça. Financièrement, eh ben, même si tu dois mettre un apport, c'est pas grave parce que tu vas te faire financer par la banque tes travaux. Donc toi, tu sortiras pas cet argent et c'est du capital que tu vas te rembourser. Et en plus de ça, eh ben, juste tu vas l'avoir pas cher le bien. Donc rappelle-toi, hein, les meilleurs moments pour faire de l'argent en immobilier, c'est déjà à l'achat. Parce que acheter pas cher, c'est une façon de gagner de l'argent. Ou acheter moins cher que ce que ça pourrait valoir si c'était mieux isolé, c'est une bonne façon de gagner de l'argent. Faire un emprunt immobilier, c'est une façon de gagner de l'argent. Faut pas croire que les crédits immobiliers, c'est de la mauvaise dette, au contraire, c'est de la dette qui est très saine. Et en plus de ça, ben, si tu arrives à tirer du cash flow positif, eh ben, tu t'arrondis tes fins de mois, tu te génères du revenu complémentaire. Donc vraiment, tu gagnes sur à peu près tous les tableaux. Et donc là, il faut se dire, oui, mais est-ce que je peux faire financer par la banque tous ces travaux? Je sais que des fois, va y avoir, pour certains lots immobiliers, va y avoir des rénovations qui vont être tellement importantes par rapport au prix du bien. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir passer des annonces dans certaines régions, évidemment pas là où je vis, mais dans certaines régions, des immeubles à 30 000 euros avec 3 ou 4 logements dedans. Mais évidemment, il y a 200 000 euros de travaux à faire dans ces immeubles-là. J'ai vu ça. Le dernier en date, là, je l'ai vu cette semaine sur La Bonne Pierre. Je sais pas si tu connais labonnepierre.fr, je crois, ou .com. .fr. Labonnepierre.fr, donc tu regardes, c'est un site pour les investisseurs, c'est très intéressant. Moi, j'utilise ce site et j'ai déjà trouvé un bien là-dessus. Tu sais, tu peux rechercher avec les filtres par rentabilité recherchée. Et ça m'a sorti un immeuble à 32K. Donc 40K avec tous les frais en vente, mais avec une estimation avec des devis actuels à 200 000 euros de rénovation, et je te le donne en mille, c'était une passoire énergétique.
Là, pour le coup, ça, c'est des biens qui sont quand même difficiles à faire financer parce que la banque, elle va tout de suite sentir la difficulté en termes de dépenses énergétiques et donc, du coup, la peur de financer un projet risqué. Faut pas avoir peur, hein. Il faut peut-être aller chercher des financements ailleurs, de la subvention, essayer de tirer le crédit le plus possible à la banque et après voir si tu peux pas faire un complément avec un crédit à la consommation ou n'importe quel autre type de financement. Moi, j'ai pas peur de me lancer dans des projets comme ça, tout simplement parce que je sais très bien que le gain derrière, euh, le gain, il est démultiplié quand tu achètes des biens comme ça. On pourrait parler de la rentabilité, mais c'est pas le sujet du jour. Mais la rentabilité, c'est pas que le cash flow positif net tous les mois, hein. C'est beaucoup plus c'est plus complexe que ça. On pourrait voir une rentabilité capitalistique beaucoup plus élevée. Si on regardait le grand angle, quoi, la photo avec un petit peu de recul, on peut trouver une meilleure rentabilité. Donc je vais te filer quelques petites techniques maintenant. Ah oui, alors les subventions, je parle de ça pourquoi? Oui, je viens d'avoir un flashback. En fait, c'est tout bête. L'État, il sait très bien qu'il peut pas non plus mettre trop la pression aux propriétaires parce que le marché immobilier, ça représente plus d'1,8 milliard par an en transactions et je crois que c'est le deuxième ou le troisième marché de France avec si je dis pas de bêtises, avec la vente d'armes, enfin bon voilà, des marchés qui pèsent vraiment lourd dans le game. Donc quelque part, ils sont obligés d'aider les propriétaires de l'autre côté et donc il y a les subventions et il y a les subventions territoriales, il y a la collectivité, il y a le conseil régional suivant là où tu vis qui peut t'aider. Voilà, il faut savoir qu'il y a des villes qui vont débloquer des fonds pour aider les propriétaires parce que les villes, elles ont besoin de redorer leur blason. Tu vas dans une ville comme Limoges, Saint-Étienne, Nîmes, Béziers, Châlons, tu as des super rentabilités, mais le parc immobilier, il est juste catastrophique, hein. Et pour te dire, moi, des biens, j'en visite tous les mois. Et ces villes-là, c'est juste terrible. Je les ai citées, mais j'ai rien contre elles, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des villes qui ont besoin de redorer leur blason, et il faut se renseigner auprès de ces communautés de communes, auprès de l'urbanisme, auprès des collectivités, pour voir s'il y a des subventions qui sont mises ou qui vont être mises à disposition des propriétaires. Donc quelques petites techniques, enfin c'est pas une technique, c'est juste une façon de rénover que moi j'utilise, qui est divisée en trois parties. Donc je sais très bien que quand tu fais une rénovation, il faut pouvoir provisionner. Et la provision, moi je l'ai divisée en 3 étapes. La première étape de la provision, pour que tu saches, tu sais, c'est comme l'analogie du vase là, où on te donne des gros cailloux, des petits galets, puis des tout petits cailloux, des espèces de gravier, et à la fin du sable. On te donne tout ça et on te dit ça rentre dans ce vase, c'est à toi de mettre tout ça dans le vase. Et la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le sable en premier, les petits graviers, les cailloux, et pour finir, ils mettent les gros cailloux, ils se rendent compte que ça rentre pas dans le vase. Je te le donne en mille. C'est l'inverse qu'il faut faire. D'abord les gros cailloux, donc d'abord les grosses dépenses, pour revenir à mon explication, et à la fin les toutes petites dépenses. Donc contrairement à ce que les gens pensent, les grosses dépenses, c'est ce qu'il faut faire en premier. Donc en 1, il y a tout ce qui est fenêtre, donc c'est les surfaces vitrées, les fameuses surfaces vitrées, et toiture, parce que les déperditions, elles se font par le haut, le plus souvent. Donc si tu as une toiture, des combles qui sont mal isolés, forcément tu as une déperdition plus importante. Donc l'épisode va être un peu long, enfin je sais pas, ça fait combien de temps déjà que je parle là? Ouais, ça fait déjà 29 minutes, donc là je vais accélérer le mouvement. Mais tu l'as compris, c'est un sujet qui est passionnant et qui peut permettre à beaucoup, d'une part, de régler certains problèmes avec leur parc immobilier et à d'autres de s'en séparer et à d'autres de se créer un parc immobilier rentable. Donc moi, ça m'intéresse et en tout cas, ça me passionne. Fenêtre, toit, pour les déperditions, ça c'est la catégorie 1, donc c'est les gros cailloux. Ensuite, tu vas te focaliser sur qu'est-ce qui me permet d'une part d'éviter les déperditions, mais d'autre part d'améliorer la consommation. Donc il va y avoir tout ce qui est doublage intérieur-extérieur. Donc doublage si t'es pas
trop fait des termes, etc. Travaux, c'est en gros, t'as tes murs chez toi, t'as vraiment une déperdition, bah, tu peux les doubler ces murs, donc tu peux faire un mur par-dessus le mur. Donc c'est-à-dire que tu mets des rails, tu mets de l'isolant, tu fais passer tes gaines électriques ta plomberie, et tu refermes au placo et tu refais une finition. Voilà, donc ça c'est le doublage. Donc forcément, vu qu'il y a un vide entre ton mur et l'ancien mur, ça va créer une isolation supplémentaire, une isolation RR, comme on l'appelle. Donc ça c'est dans la catégorie 2, hein, on a compris, donc c'est les graviers, en fait c'est les petits galets, ça. Donc en 1, fenêtre, toit pour les déperditions. En 2, le doublage et tout ce qui est chauffage électrique, donc les radiateurs, ce qu'on appelait à l'époque les convecteurs. Donc aujourd'hui, moi je prends des radiants céramiques, soit fonte, soit céramique, mais toujours des radiants avec double système. Bon, grosso modo, il faut mettre, pour les grandes pièces, il faut mettre du 1500 watts. Pour les chambres du 750 ou du 1000 watts, ça convient très bien. Donc moi je mets ça et je me débrouille à sortir des tarifs aux alentours de 100-150 euros grand maximum. Voilà, pour ce genre de convecteur. Et ça améliore grandement. Si aujourd'hui tu fais de la location, je te le dis de toi à moi, si tu fais de la location, que tu as encore des convecteurs dans ton parc immobilier, des convecteurs type grille-pain, c'est comme ça qu'on les appelait, là, ceux qui ont des espèces d'alvéoles, des ronds, tu vois. J'ai rien contre toi, mais juste c'est pas possible en fait. Déjà d'une part, ça consomme énormément, ça chauffe mal, et c'est juste, c'est dépassé en fait. C'est d'un autre temps. Donc ça devrait plus se faire. Et j'ai vu l'autre jour que ça se vendait encore malgré tout à Castorama, parce que ça vaut 50 balles quoi. Et donc du coup forcément ils continuent à en vendre. Et donc la dernière partie pour les rénovations que tu vas pouvoir faire pour améliorer ton DPE, c'est le sol. Donc le sable, hein, c'est vraiment la dernière chose à faire dans ta budgétisation, dans ta provision pardon, des travaux pour améliorer le DPE, c'est le sol évidemment. Parce que c'est pas par là où on perd rarement de l'énergie par le bas, on perd de l'énergie par le haut, sauf si tu vis sur, pardon, ça c'est pas vrai dans le cadre où tu es par exemple au rez-de-chaussée où tu as une maison de plein pied et s'il n'y a pas de vide sanitaire. Donc si tu es à même la terre, s'il y a juste une chape sur la terre, oui, là il faut rénover le sol, devient une priorité. Donc moi je mets essentiellement du carrelage dans tous mes biens. J'ai des petites exceptions où il y a du parquet, mais sinon c'est du carrelage imitation parquet d'ailleurs, parce que je sais que les gens aiment bien, imitation bois, le carrelage. Et dans la grande majorité des cas, dans les rez-de-chaussée, ce que je conseille, c'est de faire un petit réagréage un petit réagréage lissé, là, auto-lissant, par-dessus l'ancien carrelage. Ça va vraiment donc pas la peine de casser le carrelage ou de faire ce genre de truc. Vraiment, tu vas perdre ton temps, c'est de la rénovation, ça sert à rien. Quand tu es en rez-de-chaussée, qu'il y a une cave dessous ou que c'est froid, que tu sens que le sol est froid, petit réagréage auto-lissant, c'est vraiment pas un gros budget à faire. Et tu reposes ton carrelage par-dessus. Ça va vraiment aider à l'isolation. Voilà pour ce que je peux dire sur les différentes techniques de rénovation dans l'objectif d'améliorer le DPE. Ma conclusion, c'est vraiment d'avoir d'avoir cet état d'esprit, de se dire ok, le marché est en train de, le gouvernement est en train de créer une anomalie de marché qui va avoir potentiellement un impact positif pour ceux qui veulent se positionner. Donc va y avoir des biens pas trop chers sur le marché, il y en a déjà, donc faut être curieux. Et j'ai envie de te dire, faut avoir un minimum de coronesses quoi. Là aujourd'hui, si t'es un gars avec un petit peu de coronesses, ou une nana d'ailleurs, tu vas pousser à la porte des agences et tu leur dis clairement ce que tu veux. Tu leur dis bonjour, je viens vous voir parce que je veux acheter des passoires énergétiques. Voilà, donc évidemment, pendant 5 secondes, ils vont te trouver fou, puis après, ils vont comprendre, ils vont se dire, mais oui, mais il est pas bête, parce que s'il peut financer les travaux,
eh bien, il va l'avoir pas cher son bien. Et les propriétaires qui sont vendeurs, eux, ils seront plus à même d'écouter la négociation et d'être peut-être plus conciliants sur la négociation qu'un bien qui est déjà très bien isolé. Yes, du coup, j'accélère le mouvement. La question de Mathilde et Thomas, tu dis dans ton épisode sur les surfaces, ah oui, sur les surfaces dévalorisées. Sur ton épisode sur les surfaces dévalorisées à acheter, qu'il faut mettre de l'apport. Est-ce obligatoire? Alors pour recontextualiser, j'expliquais qu'il fallait être curieux sur des surfaces, sur des ensembles immobiliers où il y a des surfaces qui ne sont pas valorisées. Exemple, un atelier, exemple, une cave, exemple, un rez-de-chaussée qui était un commerce, qui était mal loué. Enfin bon, bref, tout ça, et de s'en resservir pour créer du cash flow supplémentaire. Alors oui, j'expliquais aussi qu'il fallait mettre de l'apport. Franchement, sans langue de bois, parce que c'est pas mon état d'esprit, je dirais qu'il faut mettre de l'apport quasiment tout le temps aujourd'hui. Maintenant, c'est pas forcément vrai. Ça va dépendre de ta situation, enfin de votre situation, parce que visiblement vous êtes un couple, Mathilde et Thomas. Donc dans certaines situations de vie, la banque, elle peut encore prêter sans apport. C'est vrai, c'est la vérité. Sur des petits montants, où le risque est vraiment ultra dilué, bon, ou si c'est pour de la résidence principale par exemple. Pour du locatif, ça commence à devenir compliqué. Les 10% d'apport sont vraiment devenus depuis, je dirais, depuis un an et demi, c'est vraiment devenu un peu la norme, les 10% d'apport. Ça fait aussi partie des recommandations du HCSF. Et puis ça va aussi dépendre si vous investissez en famille, en nom propre, en société. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères. C'est difficile à répondre. Mais aujourd'hui, moi, je suis du genre à quand j'ai une opportunité, je veux pas la laisser passer. En fait, j'aime pas qu'elle me glisse à travers les doigts. Et donc, ce que je fais, c'est que si je dois sécuriser et dire, ben, je mets de l'apport parce que je suis susceptible d'avoir une offre qui sera euh, plus facile à faire passer comme ça, grâce à la négo, en disant oui, j'ai de l'apport, alors je négocie un petit peu le prix, mais j'ai de l'apport. Bah, le vendeur, potentiellement, il va peut-être choisir votre offre plus qu'une autre, parce qu'il se dit, bon, bah, s'il a de l'apport, la banque va le financer plus facilement. En fait, c'était plus par rapport à l'effet d'opportunité que je disais que c'était mieux de mettre de l'apport. T'es pas obligé de mettre beaucoup, t'es pas obligé de mettre 10%. Si la banque elle te laisse payer que juste les frais de notaire et les frais bancaires, ah ben écoute, let's go, hein. Moins tu mets d'argent de ta poche, mieux c'est. Maintenant, ça va dépendre de vos situations et votre niveau de voilà dans l'immobilier. Moi aujourd'hui, j'en suis au stade où les banques elles me demandent 10, 15, 20%, même la dernière que j'ai fait avec mon associé, elle nous demande 20% d'apport, tu vois. Donc 20% sur 15 ans en société. Donc voilà, il y a des petites. C'est pas voilà, il n'y a pas de règle générale. Je dirais que j'ai l'impression qu'il y a une tendance chez les investisseurs immobiliers à mettre de l'apport. Voilà un petit peu pour la réponse. J'espère que ça a pu t'aider, Mathilde et Thomas. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que cet épisode vous a plu. Ah oui, j'ai failli oublier la reco. Reco de la semaine, moi c'est un podcast pour cette fois-ci que j'écoute un petit peu religieusement à chaque fois qu'il sort. C'est un podcast rénovation et décoration, du coup, donc un petit peu dans la même veine, peut-être un peu moins technique que la dépense énergétique, mais en tout cas très utile et vraiment bien produit. C'est produit par Anne Ponty et ça s'appelle Le Chantier. Voilà, c'est un podcast, je pense qu'il sort une fois par mois, ou peut-être que c'est un bimensuel. Je sais pas trop si elle a une régularité bien précise, et c'est un format interview. Donc voilà, on aime beaucoup parce que c'est retour d'expérience, c'est un petit peu à la cool. Bon, il y a une ligne éditoriale, mais voilà. Et c'est beaucoup de gens qui ont des histoires de vie assez inspirantes. Je conseille notamment l'épisode sur la rénovation d'un ancien château, un peu en ruine d'ailleurs, pour une partie du château, et vraiment j'ai adoré cet épisode. Donc big up Anne Ponty pour ce podcast qui s'appelle Le Chantier.
Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as des questions par rapport au DPE, ben écoute, t'hésites pas, tu me fais un petit message sur, comme d'habitude, sur l'Instagram qui s'appelle Chronique Imo, tout simplement, tout attaché, chronique avec un S. Ça m'aiderait beaucoup si tu as apprécié ce podcast ou n'importe quel autre épisode, ben, que tu mettes une note 5 étoiles et un petit commentaire, ça m'aidera à me référencer un peu mieux. Et voilà. Merci beaucoup, à plus.